Bonsoir, il est 18h, c'est Accès Direct, le magazine de la rédaction sur 8 Mont Blanc. Merci de nous rejoindre. Cette émission est la vôtre, n'hésitez pas à commenter et partager. Au programme ce soir, elle est un talent en plein devenir. Ilona Carlo m'accompagnera au début de cette émission. La skieuse est championne du monde junior de ski freeride. Pauline me rejoindra aussi sur ce plateau pour un débrief de cette nouvelle journée olympique. Nous parlerons aussi économie avec Gilles Camus, le président de la French Tech in the Alps, un label qui regroupe 4 associations dans les Alpes. Et nous allons faire aussi un petit tour du côté de Châtel où se déroule ce soir le Ladies Night Tour, une épreuve à suivre en direct sur 8 Mont Blanc juste après le JT. Mais avant, salut Olivia. Salut Fanette. On commence avec les titres et de l'émotion aujourd'hui. Effectivement, donc tu le sais, Martin Fourcade et l'équipe de France de biathlon ont remporté la médaille d'or en relais mixte au biathlon. Donc une victoire qui était savourée ici par les collaborateurs de Somfy. Sébastien Germain était avec tous les supporters. Ambiance garantie. Et puis Heineken. On va prendre des nouvelles d'Heineken. Alors ce n'est pas la bière évidemment. C'est tout simplement une vache de race Abondance qui sera à Paris. Donc on la croisera certainement au Salon de l'Agriculture qui a lieu la semaine prochaine. Et Lucie Martin est allée à la rencontre de ses propriétaires. Voilà, un petit portrait sympa d'une famille qui prépare sa vache pour les JO. Pourquoi pas, on ne sait pas, une petite discipline olympique. Merci Olivia. Merci. On te retrouve tout à l'heure pour le JT et la revue de presse. Elle a donc 19 ans, vient de la Clusaz et s'est déjà imposée comme l'une des meilleures jeunes freerideuses du monde. Son portrait est à découvrir ce soir sur 8 Mont Blanc dès 23h ou demain 7h, 11h et 15h. Ilona Carlo est avec moi sur le plateau d'Accès Direct. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec moi. Merci à vous de me recevoir. Alors, il y a un an et demi, tu as commencé le ski. 16 ans plus tard, tu vas déjà avec un titre de championne du monde junior. Tu as donc choisi le ski freeride pour t'épanouir dans la vie. Pourquoi ce choix-là ? Un peu par hasard, comme vous l'avez dit, j'ai commencé le ski dès toute petite et j'y suis allée un peu naturellement avec ma sœur et mon père. On aimait toujours, comme tous les gamins, sortir un peu des pistes et aller voir ce qu'il y a ailleurs. Et par hasard, j'ai intégré un groupe pour faire de la compétition, pour juste situer mon niveau par rapport aux autres filles qui skient. Et au final, je me suis pas mal débrouillée et j'en suis où j'en suis avec plusieurs titres. Et voilà. Il fallait passer par la compétition pour vraiment pousser cette passion jusqu'au bout ? Je pense parce que, comme on s'entraînait pour la compétition, j'étais dans un groupe où j'étais la seule fille. Et du coup, c'est vrai que ça m'a vraiment poussée. Et c'est là où j'ai vraiment augmenté mon niveau vraiment au plus haut. Et c'est vrai que j'ai vu vraiment une grosse différence. Aujourd'hui, ton moteur, parce que donc tu t'es passé chez les seniors, voilà, donc tu continues la compétition. Là, cette année, c'est le qualifier du Freeride Tour, donc c'est, disons, l'étape d'avant, l'étape intermédiaire. Ton moteur, aujourd'hui, il est où ? Il est dans les sensations, dans la performance sportive ? Alors, je pense que maintenant, c'est surtout me faire plaisir parce que au début, quand j'étais jeune, j'ai commencé à 14 ans, donc c'est vrai que c'est vraiment, on est tout gosse encore dans notre tête. Et c'est vrai que maintenant, j'ai bientôt 20 ans et je réfléchis plus à comment faire évoluer le sport et vraiment ce qui est pour moi, me faire plaisir, comme on peut le voir sur les images, vraiment prendre mon pied et puis pousser un peu plus loin mes limites, mais tout en restant dans le contrôle et faire ce que je sais faire. Ça se passe comment sur le circuit mondial ? Elle est comment la concurrence et l'ambiance ? C'est très famille en fait, on se connaît tous, tout le monde, on ne vient pas forcément des mêmes stations, mais comme on se retrouve généralement sur les épreuves de compétition, tout le monde est bon enfant, en haut on rigole, en bas c'est pareil, on peut aller boire une bière ou autre chose en bas. Et c'est vrai qu'après, on n'a pas de mal à aller skier tous ensemble, se filmer, faire des photos. Et c'est vraiment une bande de potes. Et bon, il y a le parti compétition où chacun fait ce qu'il doit faire, mais après, avant et après, c'est juste une bande de potes qui skient, quoi. Alors, une bande de potes, mais quand même, il y a un classement, ton objectif pour cette saison ? Moi, c'est ma première saison en tant que, ils appellent ça senior, donc adulte.
Donc c'est voir à peu près où je peux me situer, si possible dans le top européen ou mondial. Mais après, c'est vrai que la concurrence est grande, donc il faut savoir se faufiler face à des nanas qui ont pour la plupart 25 ans et beaucoup d'années d'expérience. Donc on fait du mieux qu'on peut. Pardon. Toutes les jeunes qui étaient avec toi sur le circuit junior, tout le monde continue? Pas tout le monde, parce que généralement, c'est vrai que financièrement, c'est assez coûteux, parce que c'est pas fédéral, donc c'est tout aux frais des familles, par exemple. Donc il faut trouver des sponsors, vraiment rechercher. Moi, je passe mon printemps-été à trouver de nouveaux sponsors pour pouvoir voyager, par exemple, ou faire des photos, ou tout ça. Donc c'est vrai que... C'est vraiment à chacune de se débrouiller. C'est ça. On paye une inscription pour la compétition qui nous paye un forfait et toute l'organisation, mais hébergement, transport, c'est à nos frais. Donc il faut savoir un peu se débrouiller. Et c'est pour ça qu'on s'organise à plusieurs quand on se déplace assez loin. Eh ben, je te propose de regarder un petit extrait du documentaire. Donc là, on a vu quelques images, un documentaire réalisé par Jean-Guillaume Charrier qui va nous rejoindre sur ce plateau. C'est dans le cadre d'une série réalisée donc par Jean-Guillaume qui s'appelle Les Reines des Neiges. Ça sera diffusé, la première diffusion a lieu ce soir à 23h. Et justement, tu parlais de ta famille, donc on va être en plein dedans. C'est ça. Grâce à mon père qui était sur la formation de professeur de ski, et il m'a mis sur les skis à peu près un an et demi, à la Clusaz chez moi, en bas de Balme, juste de la petite glisse. Et puis c'est vrai que c'est resté, et puis on en refaisait un peu tous les ans, donc petit à petit on allait plus haut dans la montagne, et puis à un moment on est arrivé au freeride et tout a commencé. À la maison, c'est simple, j'avais une Barbie et puis une Gremlins. Donc Ilona était plutôt du côté Gremlins, hyper dynamique, hyper sportive, super. Les deux filles, Coraline aussi, étaient bien pushing, mais comme pour performer, il y a toujours des petites différences. Et à ce niveau, voilà, Ilona avait vraiment un engagement, une confiance. Quand je l'emmenais à des endroits, voilà, c'était systématiquement j'ai confiance, je te suis, et puis beaucoup d'écoute. C'est-à-dire que quand il y avait du travail à faire au niveau position, des appuis de ski, les fondamentaux on va dire pour le ski, et beaucoup à l'écoute, avec une soif de découvrir un peu les choses, toujours un enthousiasme de progresser, de découvrir, et puis se tirer la bourre avec ses copains, sa frangine. Jean-Guillaume nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Alors donc tu nous proposes une série de portraits Les Reines des Neiges. C'est ça. Deuxième épisode donc avec Ilona. Pourquoi Ilona ? On avait décidé cet hiver de mettre en avant le sport féminin, les rideuses. Parfois, on se moque un peu d'elles et finalement, il y a des personnalités extraordinaires. Le premier épisode, vous l'avez passé il y a quelques semaines sur l'antenne, c'était en Islande avec Anne-Flore. Et puis, ça faisait plaisir de tourner à la maison, de tourner à la Clusaz. Et puis, Ilona, je trouve que ça reflète bien ce qu'on voulait mettre en avant dans Reines des Neiges, c'est-à-dire des vraies sportives, engagées, qui ont un caractère, un beau carafon. Et puis, super disponible pour faire des images. Ilona, elle fait des études à côté, donc mine de rien, il faut trouver du temps, et elle nous a gentiment consacré du temps. Et puis, elle est quand même née en face Balme, quoi. Elle est née là-bas, donc s'il fallait trouver une jeune ambassadrice, c'était parfait de faire ça avec elle. Et même question pour tous les deux, justement, la dynamique, elle est comment aujourd'hui chez les jeunes dans cette discipline ? En parlant du freeride, c'est de plus en plus médiatisé maintenant avec Instagram, Facebook, tout va à 1000 à l'heure, et c'est vrai que par exemple, le Freeride World Tour, ils arrivent à quand même pas mal communiquer, et c'est vrai que ça donne envie, et les gens voient plus le risque d'abord, ils voient quand même la performance, alors qu'avant c'était des dingos qui sautent des barres rocheuses, alors que de voir des nanas comme moi, et qui sont, on a la tête sur les épaules, on n'est pas non plus à se jeter de 30 mètres de haut, et je pense que ça rend un peu plus accessible le sport, même au niveau amateur, se faire des combes, par exemple à la Clusaz, on peut voir que c'est facile, même c'est presque trop facile, mais voilà, ça dynamise un peu le sport et ça le rend un peu plus connu, quoi.
Ouais, ça s'est professionnalisé, c'est-à-dire qu'il y a eu des précurseurs comme Candide qui ont vraiment lancé le free-ski, je dirais. Là, désormais, on est sur un peu la première génération de sportives et de sportifs qu'on grandit avec cette activité. Le freeride, c'est un sport assez jeune. Le premier bec des roches, je me trompe, c'est à la fin des années 90, début des années 2000. Donc le freeride World Tour, ça a une petite dizaine d'années. Et là, on arrive sur les premières générations d'ados qui cherchent à monter sur le freeride World Tour et à faire carrière là-dedans. On le voit ici dans les Aravis, il y a certains collèges où il y a des sports-études freeride, où les enfants, donc, c'est nouveau, comme ça. c'est tout récent, comme ceux qui font de l'alpin traditionnellement ou du ski de fond, et désormais, ils peuvent faire des études et du freeride à côté dans le but d'aller sur le freeride World Tour. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le freeride, ce n'est pas une discipline fédérale. C'est pas reconnu par la Fédération française de ski pour des raisons, je dirais, d'assurance. On a le freestyle, on a le snowboard, on a l'alpin, etc. Donc, pour tous ces jeunes, la seule solution, c'est d'aller sur le Freeride World Tour, qui est un circuit privé. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on voit les jeunes sont professionnels, ils sont encadrés, il y a des structures comme Evolution 2 qui les encadrent. Parce que les clubs de sport ne peuvent pas encadrer le freeride pour des raisons d'assurance, en fait. D'ailleurs, justement, il y a eu pas mal de drames, d'accidents cet hiver. Alors, il y a les conditions hivernales particulières, effectivement. Vous qui pratiquez cette discipline, un conseil, parce que justement, tu parlais des réseaux sociaux, etc., ça peut certainement donner envie. Donc, rapidement, un conseil aux gens qui seraient tentés. Déjà, moi, je me suis entraînée pendant plusieurs années avec un guide et c'est vrai que ça apporte un regard juste sur un flocon de neige. Quand il nous parlait, il nous disait « mais regardez, c'est génial ». Et c'est vrai qu'en s'intéressant, on voit qu'il y a quand même des signes qui peuvent nous montrer que là, ça peut être dangereux, il peut y avoir une plaque avant, il peut y avoir plusieurs risques. Après, il faut connaître aussi ses limites, savoir où on peut skier, où on ne peut pas skier et aussi surtout s'informer au niveau des pisteurs qui sont très présents sur les domaines skiables et qui sont toujours très contents quand on va les voir pour avoir des conseils, quoi. On assiste lourdement dans l'épisode, il y a toute une section sur la sécurité, sur l'ARVA, l'appel, la sonde. On a fait bien 5 bonnes minutes dessus. Ilona nous explique tout. Donc le matériel de sécurité. Et comme le disait Ilona, se renseigner. Aller voir les pisteurs, prendre les infos météo, ne pas y aller seul. C'est bête, mais on y allait seul. Et effectivement, toutes les belles images qu'on voit, c'est des professionnels. Donc professionnels dans le sens physiquement, ils sont prêts, ils sont renseignés. Et c'est comme dans tous les sports, on ne peut pas aller jeter d'un avion si on n'a jamais fait de parachute. Et on ne va pas à Balme en hors-piste si on n'est pas encadré et renseigné. Il y aura d'autres épisodes. Donc, en un mot, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ? Alors, après Ilona, on aura Chloé Trechpeus, la snowboardeuse qui revient des Jeux. On ne parle pas du résultat, on le connaît, mais en tout cas, il y aura Chloé. Et puis, une petite dédicace à la maman de toutes les rideuses, à Ophélie David, qu'on devait avoir prochainement. Malheureusement, donc Ophélie participait à ses 4e Jeux Olympiques en Corée. Et hier, lors de l'entraînement, elle s'est blessée gravement au genou, ménisque plus ligament. Donc, on lui fait des gros bisous à Ophélie. Puisque c'est sa carrière du coup qui s'arrête. Il n'y aura pas la médaille, mais bon, vu son palmarès, on essaiera d'aller la voir, de faire un petit reportage avec elle quand même. Voilà, il y aura Ophélie, il y aura Nelly Moine-Locos du Grand Bornand. Puis une petite surprise, on va aller dans les airs aussi. On ne vous en dit pas plus, mais au-dessus du lac d'Annecy, là, on s'apprête à faire un petit truc sympa, toujours pour Reine des Neiges. Merci beaucoup à tous les deux. Donc je rappelle, les Reines des Neiges, c'est à découvrir ce soir à 23h ou encore demain à 7h, 11h et 15h. Voilà, merci beaucoup. On part à Châtel tout de suite parce que je pense qu'ils nous attendent. La station accueille une épreuve du Ladies Night Tour et donc est avec nous Jean-Pierre Belin, responsable justement de cette compétition organisée par la Fédération française de ski. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, tout simplement, ce Ladies Night Tour, c'est 5 épreuves dans 5 stations et une épreuve très visuelle. C'est ça, c'est exactement ça. C'est le format qu'a voulu mettre en place la Fédération française des skis depuis 3 saisons. Format qui sort des formats de concours que l'on a habituellement, slalom spécial, le géant, le super G ou la descente, qui sont bien sûr l'essence même de notre pratique sportive, mais le slalom parallèle, c'est bien plus ludique, très compréhensible vis-à-vis de tout le monde, le public. On a vite compris que la jeune femme qui arrivait en premier, bien sûr, avait gagné et passait le tour suivant. Donc c'est ce qu'on recherchait au niveau de la fédération. Et puis
aussi surtout mettre en évidence le sport au féminin. Nous, au sein de notre fédération, on a des championnes de grand talent, des jeunes qui arrivent derrière qui sont très très fortes, et on voulait montrer au grand public et bien justement ce que ces jeunes filles sont capables de faire. Et l'idée de faire un slalom parallèle en nocturne, c'est tout à fait l'idée de la fédération. Et pour nous, c'était aussi le fait de le faire en nocturne pendant les zones de vacances, c'était se rapprocher du public, ce qui nous manque le plus lorsqu'on pratique nos compétitions en semaine le matin. Et bien ici, on est proche du public et je crois que tout le monde ici apprécie ce format de course, un moment très, très sportif, mais aussi convivial avec de belles animations autour pendant toute la soirée. Justement, pour les skieuses, c'est une épreuve sympa en public de nuit comme ça. C'est une épreuve qui attire les skieuses de l'équipe de France. Bien sûr, c'est énorme. Elle change tout à fait de comportement, on va dire, parce qu'ici c'est aussi le jeu, le duel, ce qu'on n'a pas sur les autres disciplines. Et vraiment, elles apprécient beaucoup. D'ailleurs, lorsqu'on est sur des compétitions internationales qui nous servent de sélection le matin même, où nos amies étrangères qui participent au géant ou au slalom nous envient et regrettent de ne pas pouvoir participer à cette épreuve qui est pour l'instant réservée uniquement aux Françaises. Ah bah ça vous donnera des idées. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris un peu de temps pour nous, puisque le départ va bientôt être donné. Donc ça sera à 18h45, une épreuve à suivre en direct sur notre antenne. Merci beaucoup. Et merci puis, beaucoup. je vous donne l'info comme quoi la prochaine épreuve aura lieu le mardi 27 février. Ce sera ce coup-ci du côté de Morzine-Avoria. Pauline, un petit débrief de cette belle journée olympique. Oui, une très belle journée olympique. On a 3 médailles. On commence avec la médaille d'or du jour, celle du relais mixte en biathlon. Martin Fourcade, Simon Détu, Anaïs Bescon et Marie Dorin sont donc champions olympiques. C'est la 5e médaille d'or pour Fourcade, qui rentre donc un peu plus encore dans la légende, on l'avait déjà dit hier. Il termine devant la Norvège et les Italiens après une course très mouvementée. Il y a eu beaucoup de tirs, beaucoup de tirs ratés. On était derrière et puis c'est arrivé au fur et à mesure. Et Martin Fourcade a clôturé ce beau relais. Il reste encore le relais féminin et le relais homme pour glaner encore des médailles pour Martin Fourcade. Là, on le voit arriver. Il était porte-drapeau durant la cérémonie. Il a aussi porté le drapeau le long de la ligne, en passant la ligne d'arrivée. Et puis une médaille d'argent pour le couple Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. C'est en danse sur glace. Alors, c'est une très belle performance pour les Français, mais ils sont très déçus. Ouais, ils espéraient l'or, bien évidemment. Il y a eu le problème de robe hier, on en a parlé. Il y a aussi une petite polémique sur une juge canadienne qui n'a pas mis 10 aux Français alors que tout le monde leur a mis 10. Donc voilà, c'est la petite polémique, mais bon, c'est tout de même une médaille d'argent. Ils sont très jeunes, 22, 23 ans. Ils ont déjà donné rendez-vous dans 4 ans pour les prochains Jeux Olympiques, donc on leur souhaite que du bon. Et puis autre médaille d'argent, c'est Marie Martineau qui l'emporte en ski halfpipe. C'est la 2e médaille olympique pour la skieuse. 2e fois de la plus belle des manières. L'autre Française, Anaïs Caradeux, qui est de Laclusa, n'a pas pu participer à la finale. Elle a été qualifiée, mais elle s'est blessée sur son run en fait hier. Du coup, elle avait un gros œil au beurre noir aujourd'hui, donc impossible pour elle de participer. Marie Martineau qui prend donc sa 2e médaille et qui clôture sa carrière. C'est une 2e fois puisqu'elle avait déjà mis terme à sa carrière. Elle revient, mais là, de la plus belle des manières, elle clôture avec cette médaille. Et puis toujours en ski halfpipe, c'est les qualifs hommes aujourd'hui. Kevin Rolland et Thomas Krief se sont qualifiés pour la finale. Kevin Rolland blessé, mais du coup plutôt bien placé. Il a assuré, donc on espère des médailles. Et puis un petit coup d'œil au tableau et au programme de cette nuit. Programme très rapide cette nuit à 3h du matin, ce sera en ski alpin la descente d'âme avec Jennifer Pio, Romane Miradoli, Tiffany Gauthier et Laura Gaucher. Pourquoi pas une belle surprise. À 3h30 et 5h15, ski cross messieurs avec Arnaud Beauvolanta, Jean-Frédéric Chapuis, François Place et Thérèse Chinavorian. Là aussi, il y a de grandes chances de médailles. On espère pourquoi pas un double triplé puisque 3 Français avaient terminé à Sochi aux 3 premières places. Donc on espère réitérer. Et à 9h et 11h, le ski de fond sprint messieurs et dames par équipe. Là aussi, Maurice Magnifica sera de la partie, donc on espère une médaille. Le tableau des médailles, on va donc le voir. Ça remonte pour les Bleus, désormais 5e, 13 médailles, 5 en or, 4 en argent et 4 en bronze. C'est déjà mieux qu'il y a 4 ans à Sochi, puisqu'il y avait seulement 4 médailles d'or. On n'est pas loin des 20 espérés. Bon, bah, tout va bien. Merci beaucoup, Merci. Pauline. On va parler économie maintenant avec mon prochain invité. C'est notre rubrique On en parle.
bonsoir. Bonsoir Fenêtre. Alors, Gilles Camus, vous êtes le président de la French Tech in the Alps, le président de Digital Savoie, on va reparler de cette différenciation, et puis vous êtes aussi le PDG d'une entreprise qui s'appelle Geomap, qui est un peu partout en France, et notamment à Chambéry. Alors, en une phrase, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la French Tech, puisqu'on en parle de plus en plus, la French Tech, c'est quoi ? Alors la French Tech, c'est une association, c'est un ensemble d'associations, d'entrepreneurs, donc bénévoles, qui s'organisent pour, on va dire, rendre service aux startups, aux porteurs de projets, de manière à les fédérer, les connaître, les accélérer, c'est-à-dire les faire croître et les faire rayonner, c'est-à-dire les emmener par exemple au CES à Las Vegas pour qu'ils rencontrent des investisseurs et des clients. Et donc, 4 villes se sont réunies autour du label French Tech in the Alps. Annecy, Chambéry, Grenoble et Valence-Roman. Vous êtes président du pôle chambérien qui s'appelle Digital Savoie. C'était important de porter ce projet-là, ce label-là groupé ? Alors c'était important parce qu'il y a une identité géographique, comme tout le monde le sait. On est à TV8 Mont-Blanc, donc vous savez de quoi on parle. Il y a une homogénéité des tissus d'entreprise. Il y a une homogénéité des universités. Beaucoup d'étudiants ici à Annecy ou à Chambéry viennent de l'université de Grenoble, font leurs études techniques à Grenoble. Et donc il y a un rayonnement assez naturel sur le sillon alpin, des technologies bien particulières qu'on développe dans les Alpes. Il n'y a pas de concurrence entre ces villes-là ? Alors, en termes d'attractivité, il y a très peu de concurrence puisque Annecy est très connue pour le multimédia, le film d'animation, etc. Grenoble est très connu pour l'énergie. Chambéry est assez connu pour l'outdoor et un certain nombre de technologies sur l'agroalimentaire, etc. Et Valence avec le design pour la mode et des choses comme ça. Donc en fait, il n'y a pas de concurrence industrielle. Par contre, il y a un vrai engagement de toutes les forces universitaires, collectivités locales, entreprises autour d'une émulation sur la technologie qui est très différente de ce qui peut se passer à Lyon, par exemple. Très concrètement, ça fonctionne comment ? C'est-à-dire que vous l'avez dit tout à l'heure, des chefs d'entreprise, bénévoles, en association, aident des jeunes entrepreneurs, des jeunes start-up. Très concrètement, vos outils, ce sont lesquels ? Alors, très concrètement, les outils, ce sont des incubateurs. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un réseau d'incubateurs sur le sillon alpin. Il y en a un très gros à Chambéry qui est Savoie Technolac. C'est un des plus gros de la région d'ailleurs, dont l'objectif, ces incubateurs, c'est de prendre des porteurs de projets, de les accompagner, de les coacher, de les loger, c'est-à-dire de leur fournir un premier bureau, de les aider à la compréhension de l'économie d'une entreprise, à la gestion. Et leur faire comprendre que le rêve et le business plan d'une entreprise, c'est souvent très éloigné, et les formater, on va dire, pour en faire des entrepreneurs. Votre mission, votre fonction de PDG de l'entreprise Geomap que vous dirigez, elle vous sert concrètement dans cette mission-là ? Elle me sert énormément puisque mon entreprise elle a été créée en 1989 pour en préparation des Jeux Olympiques d'Albertville. Il n'y avait pas d'incubateur, il n'y avait pas de business angels, il n'y avait pas d'accompagnateur à l'économie. Donc j'ai tout découvert tout seul, malgré le fait qu'il y a énormément de membres des pouvoirs publics comme Michel Barnier, etc., qui nous ont aidés à créer l'entreprise à Chambéry. Mais aujourd'hui, en fait, on a mis en place tous les outils nécessaires à pouvoir rivaliser avec ce que dans ma vie d'entrepreneur, j'ai connu aux États-Unis, dans la Silicon Valley, les mêmes outils, les mêmes dispositifs pour faire que des talents soient reconnus assez vite et qu'on les fasse progresser sur notre territoire et surtout qu'ils restent sur notre territoire pour créer de l'emploi. Voilà. C'est plus facile d'être jeune chef d'entreprise aujourd'hui qu'en 89 ? C'est totalement différent. Si vous me demandez aujourd'hui si je veux refaire des études ou si je veux créer une entreprise, je ne pense pas que je me relance aujourd'hui dans les conditions actuelles sur la même route, mais on va dire qu'il y a beaucoup plus d'outils à la disposition d'un porteur de projet ou d'un créateur d'entreprise. Les banques ont énormément travaillé leur savoir-faire sur l'investissement pour pouvoir comprendre un business plan très complexe d'une start-up qui travaille dans les objets connectés. Avant, c'était du chinois pour un banquier. Aujourd'hui, ils sont très, très affûtés sur ces sujets-là. Ils réagissent très vite. Donc, c'est très différent. On était des pionniers il y a une trentaine d'années. On faisait tout en découvrant les choses. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Le label a été créé il y a 3 ans. Pour quel résultat ? C'est-à-dire que est-ce que la filière de la technologie du numérique se porte mieux aujourd'hui en Savoie qu'il y a 3 ans ? Est-ce qu'il y a plus d'emplois, par exemple, très concrètement ? Alors, elle ne se porte pas mieux.
elle se connaît, c'est-à-dire qu'on connaît notre écosystème. Ça a permis de fédérer, en fait, de faire venir toutes les entreprises qui travaillaient dans la technologie autour de l'association pour pouvoir se connaître et réseauter et se faire connaître à l'extérieur. Je vais vous donner 2 chiffres. En Savoie, il y a 2000 entreprises qui travaillent dans la tech. Il y a 1300 entreprises et 650 à peu près entreprises individuelles. Il y a plus de 300 entreprises du digital. Quand je vous dis qu'une start-up crée des objets connectés dans les Bauges, vous n'allez pas me croire, ou quand je vous dis qu'on fabrique la meilleure souris 3D pour pouvoir jouer dans le monde entier sur les jeux très complexes qu'on voit aujourd'hui sur Internet, et que cette souris elle est fabriquée à l'Aravoir à côté de Chambéry, on ne maîtrise pas toutes ces choses-là. Il faut savoir qu'il y a une vraie richesse, un vrai tissu, que ce soit à Annecy, que ce soit à Chambéry ou à Grenoble, et on sert en fait à vraiment faire connaître ce tissu à l'extérieur. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que vraiment tout aille bien dans le meilleur des mondes? Ce qui manque aujourd'hui, c'est de simplifier en fait les processus administratifs pour les entreprises, ça c'est clair. Donc il y a une très grosse initiative à la French Tech à Paris, à la station F. C'est un incubateur pour l'administration, c'est-à-dire que l'URSSAF, le fisc, les douanes, etc. sont sur un plateau à la French Tech et apprennent à comprendre les startups et la vitesse à laquelle ça évolue. Il y a un besoin énorme sur ce sujet-là. C'est en train de se réaliser à l'échelle nationale et on espère que ça arrivera dans nos administrations locales assez rapidement. Il y a besoin de simplifier, bien sûr, toute la fiscalité. C'est quelque chose de très complexe pour un jeune entrepreneur. Quelqu'un qui se lance dans une entreprise, imaginez que quand il va sortir des résultats, 50 ou 60% de ces résultats vont partir dans un impôt alors qu'ils ont besoin de cet argent pour se développer. Tout ça, c'est des choses assez complexes. Il y a énormément de travail qui est fait en ce moment par les précédents gouvernements, mais aussi ce gouvernement pour améliorer la fiscalité d'entreprise et la performance. Et on espère vraiment que ce sujet-là va progresser. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Donc on vous souhaite longue vie et puis on fait régulièrement des reportages sur les jeunes entrepreneurs savoyards. Donc n'hésitez pas à faire le lien. Si je peux juste conclure, Oui. je vous conseille d'aller voir un jeune entrepreneur savoyard qui a 19 ans, qui est en première année de Polytech et qui a déjà créé son entreprise. Et il se pose la question de continuer ses études parce qu'elle marche énormément bien. Elle est à l'incubateur Village Baïséa à Savoie Technolac. Et comment il s'appelle? Je ne maîtrise pas son nom. L'entreprise peut-être, qu'est-ce Le qu'il nom fait? d'entreprise non plus, parce qu'il vient d'arriver dans l'incubateur et je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais je suis allé voir sa présentation et moi-même qui suis dans le monde de la tech, j'ai été très très impressionné par ce garçon. Eh ben, on va enquêter, vous allez nous envoyer tout ça Merci après beaucoup. l'émission. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Je vous laisse rejoindre la régie. Olivia va me rejoindre de nouveau. Le temps pour moi de vous emmener à Arèche-Beaufort pour notre webcam quotidienne. Nous sommes à Arolles sur celle-ci et puis on va voir aussi Cuvie. Alors risque d'avalanche 3 sur 5 à Arèche, donc restez prudents, on en parlait tout à l'heure avec notre invité. Et puis à faire du côté d'Arèche ces prochains jours, un ciné-débat le vendredi 9 mars à 20h autour du film La famille syrienne. Donc c'est un programme plutôt original en station, j'ai trouvé. Et puis forcément la 33e édition de la Pyramide. On aura évidemment l'occasion d'en reparler sur 8 Mont-Blanc de ce super événement. Olivia, on passe à la revue de presse. Oui. On va faire que la tienne puisqu'on a l'amour et qu'aujourd'hui on n'a pas le droit d'être en retard puisque le Ladies Night Tour nous attend à 18h45. On commence avec ces villes où il fait bon travailler. Exactement, avec cet article de l'Express. Alors, il y a 100 villes dans le classement, 2 indicateurs, donc je t'explique rapidement. Je vis et je travaille. Dans je vis, il y a les indicateurs par exemple de la météo, de l'offre culturelle, des soins, de la sécurité ou encore de l'immobilier. Et dans je travaille, par exemple, c'est le taux de chômage, l'accessibilité au ferroviaire et à l'aérien. Donc Annecy est en très bonne position puisque nous sommes 7e pour je travaille. Mais tu prêches une convaincue. Hein. Oui, bah toi, oui, c'est sûr que toi, tu n'es plus à convaincre. Hein. Par contre, pour le je vis, donc météo, offre culturelle, etc., on est 47e, donc quasiment la moitié du classement, donc c'est moyen. Et en Savoie, à Chambéry, donc qui compte plus de 220 000 habitants, nous sommes 8e pour le je travaille et le je vis 53e, donc pareil. Peut mieux faire. Peut
Peut mieux faire. Peut mieux faire. Et puis un projet du côté de Genève, un appel au fonds du grand public. Oui, exactement. Donc c'est le SIG, donc ce service industriel de Genève. Alors en fait, ce sont des entreprises cantonales de distribution de services de proximité. Voilà, je ne connaissais pas, donc je suis recherchée. Ils font appel au crowdfunding pour soutenir des projets locaux. Crowdfunding, c'est quoi? C'est financement participatif en français. Tous dans un but, il y a 3 projets dans le but d'économiser de l'énergie. Alors parmi les projets, il y a par exemple le projet de refaire l'isolation du bateau Genève. Alors 200 000 francs sont nécessaires, les 3/4 ont été obtenus, il manque donc 50 000 francs. Alors selon le montant du don, alors par exemple, si tu fais un petit don, Fanette, tu pourras éventuellement manger des tapas sur le bateau. Ou alors C'est un endroit super. Ah ouais, c'est sympa. Donc tu pourras manger des tapas dessus, ou alors faire une visite. Et pour les plus gros donateurs, il y a carrément des soirées privées. Donc après, c'est en fonction du don. Voilà. Il y a 2 autres projets, par exemple dans une boulangerie ou dans un club de sport pour enfants. Donc là, pareil, on contribue et on reçoit en échange. Donc c'est plutôt sympa et c'est en Suisse que ça se passe. Le rappel des titres, je vais le faire moi parce qu'on Oui. est à la bourre. On ira du côté du Club France de Somfy où tous les salariés ont soutenu les biathlètes entre midi et 2. C'est Seb qui a été faire un tour. Et puis on prendra des nouvelles d'Heineken, une des vaches que l'on retrouvera toutes les deux au Salon de l'Agriculture la semaine prochaine. C'est Lucie Martin qui allait rencontrer les agriculteurs. Demain, encore plein de belles choses dans Accès Direct. Philippe Bernard de la Grange au Lac d'Évian sera avec moi. Les victoires de la musique classique auront lieu vendredi depuis ce site. On va chanter aussi sur le plateau avec Johanna et Jérémy du Musical Studio. Enfin, ce sont eux qui vont chanter, pas moi. Et puis, Lénie Recrosio se prépare pour les championnats du monde de pizza à Parme au mois d'avril. Et donc, il nous fera en direct des super bonnes pizzas. Donc, voilà, encore plein de belles choses. Merci beaucoup. À tout de suite, Olivia, À tout de suite. pour le JT. Et puis, ne manquez pas, à 18h45, l'épreuve du Ladies Night Tour depuis Châtel. Passez une très belle soirée. À demain.